Alors voilà l'examen clinique du coude traumatique. Nous vous proposons comme prérequis pour suivre cette capsule des tests cliniques du coude. Il faudra mettre en lien le contenu de cette capsule avec d'autres capsules pour alimenter votre réflexion sur le sujet. L'objectif sera de maîtriser l'examen clinique de la région du coude en traumatologie pour l'intégrer ensuite dans une démarche plus large clinique ostéopathique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par examen clinique, hein? Donc, classiquement, on va reprendre dans notre examen clinique notre étude des signes physiques, hein, c'est-à-dire l'inspection, hein, qui va être comparative par rapport au côté opposé, en relevant tout signe de pathologie, en appréciant la configuration et l'aspect général anatomique. Elle sera faite d'une observation, évidemment, des différents varus, valgus, des tuméfactions, cicatrices, etc. La palpation osseuse post-traumatique, si elle est douloureuse, sera complétée par une percussion de la zone qui, si elle réveille une douleur exquise, pourra évoquer un risque de fracture. L'épicondyle médial, latéral, l'olécrâne, la tête radiale. Une palpation musculaire et tendineuse doit être réalisée aussi. Alors, cette palpation n'est pas exhaustive, mais elle permet de renseigner l'examinateur sur l'état éventuellement inflammatoire des structures tendineuses, ainsi que sur les différences de tonus musculaire. Donc, il faudra palper le tendon et le muscle biceps, le tendon et le muscle triceps, les épicondyliens, le muscle brachial. Ensuite, l'examen neurologique à visée neurologique et vasculaire pourra être réalisé. Donc pour ce qui est de la palpation des pouls, elle peut être nécessaire en cas de suspicion de luxation articulaire. On s'attachera alors à palper les pouls locaux et distaux, le pouls radial et le pouls ulnaire au niveau du poignet. L'examen neurologique peut être intéressant dans certains cas, luxation, étirement articulaire, fracture, mais il sera abondamment commenté dans d'autres capsules spécifiques sur le sujet. Ensuite, il faudra réaliser un testing musculaire. Alors, non pas décrire tous les tests musculaires, mais évoquer simplement les groupes de mouvements qui intéresseront notre investigation et qui permettront, si le test est positif, de préciser ensuite le ou les muscles atteints. Donc on va essayer de voir la flexion, l'extension, la pronation et la supination. Ensuite, vous pourrez réaliser des épreuves fonctionnelles, comme se coiffer, amener une cuillère à la bouche, attacher un soutien-gorge, passer une vitesse en voiture, tourner un volant de voiture. Les tests cliniques que vous pourrez ensuite réaliser seront par exemple les tests en varus et en valgus du coude, la mise en tension des épicondyliens, l'épreuve du tennis elbow. Donc tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui auront été détaillés dans une précédente capsule. En ce qui concerne la conduite à tenir, si on est dans le cadre de fracture-luxation ou dans le cadre d'entorse, la prise en charge ne sera pas la même. Dans le cadre de fracture-luxation, elle relève d'un traitement médical, souvent urgent, et qui nécessite des examens complémentaires. Elle ne relève donc pas d'une prise en charge ostéopathique de première intention. Pour les entorses, elles concernent les articulations huméro-ulnaires, entre l'humérus et l'ulna, ou radio-ulnaire supérieure. Dans l'absolu, 3 cas peuvent se présenter et vont déclencher 3 attitudes thérapeutiques différentes. L'entorse bénigne de stade 1 pourrait être traitée ostéopathiquement en première intention après avoir effectué un diagnostic d'opportunité et pourra être complétée par d'éventuels examens complémentaires. L'entorse moyenne de stade 2, dans une grande majorité des cas, nécessitera peut-être des examens complémentaires qui seront nécessaires avant de réaliser un traitement ostéopathique. Donc ce sera à vous de pouvoir analyser la situation pour voir si vous pouvez traiter votre patient. Dans les entorses graves de stade 3, elles doivent être impérativement adressées au médecin afin que des examens complémentaires et ou un traitement médical ou chirurgical soient réalisés. L'ostéopathe pourra intervenir, mais en deuxième intention, après cicatrisation tissulaire et ablation de l'immobilisation. De manière plus générale, quels que soient les stades de gravité, les entorses seront souvent associées à une immobilisation.
Ainsi, cela permettra de favoriser la cicatrisation des éléments périarticulaires.